sur cet ordinateur. C'est parti. Bonjour à tous. Pour ce webinaire, on va attendre que tous les participants arrivent. Vous étiez nombreux à vous être inscrits cet après-midi pour ces live métiers. On va attendre encore un petit 2 minutes que tout le monde se connecte. Vous êtes déjà 40, quand même. Ça continue de monter. La pression monte. Et ça stagne un peu. Du coup, je pense qu'on va commencer ce live métier. Merci à tous les participants de nous avoir rejoints et merci à nos intervenants de bien vouloir participer et nous faire un petit peu un retour sur leur métier. On est ravis, nous, Digital League, de vous accueillir avec le soutien du département de la Loire sur cet après-midi pour vous proposer ces 3 live métiers pour pouvoir échanger pour que vous puissiez échanger avec des pros, comprendre la réalité de leur métier, mais aussi ce qui les anime et ce qui rend si passionnant leur métier. On va faire un zoom aujourd'hui sur 3 métiers et 3 expériences, 3 métiers différents pour vous donner un petit aperçu de la richesse des métiers du numérique, des métiers en mouvement et en évolution perpétuelle. Peut-être certains de nos professionnels pourront en témoigner. Avant de commencer directement dans le vif du sujet, peut-être on va faire un premier tour de table pour savoir qui est avec nous ce matin. Je vous laisse vous présenter et nous dire quel métier vous allez nous présenter cet après-midi. Bonjour, Joël Mossan. Donc, je suis responsable de l'agence Copica, mais je suis surtout consultant et chef de projet au sein de l'agence. Copica, c'est une agence digitale qui gère des projets autour de la transformation numérique, où on vient aider des entreprises à mettre en place tout un tas d'actions digitales diverses et variées. Ça peut être des applications métiers, ça peut être aussi de la communication en ligne. On les aide à passer des étapes pour faire mieux qu'avant grâce au digital. Parfait, merci beaucoup. J'enchaîne avec Julie peut-être. Oui, bonjour à tous, moi je m'appelle Julie Janier. Mon métier c'est ingénieur logiciel embarqué dans la société YesItys. Donc pour présenter rapidement YesItys, c'est une société qui va faire essentiellement du produit connecté et toute la chaîne qu'il y a autour. Donc en fait, le client va venir avec un besoin et nous on va développer, produire ce produit et développer tout ce qui peut être utile à côté, donc ce qui peut être du cloud, de l'application mobile. Parfait, merci beaucoup Julie. Théo, je te passe la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous me voyez, moi je ne me vois pas, mais en tout cas je suis là. Je m'appelle Théo Ledu ou Cosmographique. Je suis game designer depuis 8 ans maintenant et voilà, donc je me charge en partie de la conception du jeu dans son ensemble. Je suis indépendant, donc ça veut dire que je travaille sur mes propres projets. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais voilà, je vais vous parler un peu de comment on crée un jeu, avec qui on le fait et moi dans ma position avec comment je le fais. Top. On a hâte d'avoir ces trois live métiers et on va commencer. Je te laisse la parole, Joël, pour découvrir ton métier. N'hésitez pas, pardon. Mon métier… Excuse-moi, Joël, j'ai oublié la petite consigne. N'hésitez pas à poster vos questions dans le chat et dans le QR pour que je puisse les transmettre à Joël à la fin de son intervention. Merci.
Donc, mon métier, pour simplifier, c'est un petit peu chef d'orchestre. Je vais prendre le besoin client. Donc, j'ai des clients très diversifiés. C'est toute la richesse et toute la difficulté du métier. Je vais avoir des commerçants, des associations, des grands groupes comme Michelin, par exemple, au niveau de Clermont-Ferrand, des groupes de ce type-là, qui vont nous amener une problématique à résoudre par le digital. Donc, c'est très, très large et ça amène des fois à monter des équipes qui sont bien au-delà de l'agence, où on va prendre, par exemple, des game designers, on va faire appel à des gens comme YesCities, CIPAM, des entreprises en fait qui font de l'IoT, des objets connectés, des gens qui font de la photo, des gens qui font de la vidéo, et on va essayer de monter des équipes projets en fonction de ce que nous, on estime qu'il faut mettre en place pour arriver à résoudre la problématique du client. Le gros intérêt de mon métier, c'est qu'on apprend beaucoup de nos clients, puisqu'il faut avoir une empathie énorme pour comprendre les problématiques des clients en fonction de leur budget, parce que tout le monde n'est pas une entreprise avec énormément de moyens. Donc, en fonction des clients, on va essayer de mettre en place, et à chaque fois, c'est un vrai challenge, une solution qui rentre dans le budget. Donc, le rôle de chef de projet, il est aussi un petit peu de ce côté-là comptable. Il va falloir pas faire mettre en place des solutions qu'on trouve à la FNAC dans le que sais-je du chef de projet, dans le que sais-je pour faire ça, il faut faire ça. On va essayer d'être très agile dans les propositions et d'utiliser la bonne méthode par rapport au bon budget. Donc moi, mon métier, c'est d'analyser le cahier des charges de l'entreprise. Quand je dis cahier des charges, des fois on part de très loin. C'est plus une problématique, c'est-à-dire en ce moment, par exemple, les commerçants, tous les commerçants qui ont été obligés de fermer ont une problématique avec le Covid. Il n'y a pas une solution pour gérer, pour les aider à régler la crise en fonction de la nature de là où ils en sont déjà dans le digital. On va les amener à un escalier un petit peu au-dessus. Et évidemment, si on part de loin, l'escalier va être moins ambitieux que l'escalier de, par exemple, un commerçant qui a déjà un petit site de commerce électronique avec de la gestion des stocks en ligne et à qui on va peut-être proposer des améliorations par rapport à ça. Il y a d'autres commerçants. Notre conseil va être simplement d'utiliser au mieux les réseaux sociaux, de faire des lives vidéo dans leur boutique et on va essayer d'adapter le message. Donc, pour être un chef de projet, il faut une culture d'entreprise qui est assez grande et qui vient avec l'expérience pour ne pas plaquer des solutions toutes faites à n'importe qui. Et ça, c'est le vrai rôle d'un vrai chef de projet, c'est de pas être un vendeur d'aspirateurs et de coller la même méthode à tout le monde, de coller les méthodes à tout le monde, c'est d'essayer justement d'être agile. Je prenais l'exemple d'un chef d'orchestre. Pour être un bon chef d'orchestre, il faut avoir une culture musicale énorme et il faut s'adapter des fois avec les contraintes de la salle. Des fois, il y a des salles avec un peu plus d'écho, un peu moins d'écho, et les contraintes de l'équipe. C'est-à-dire que des fois, pour des questions de budget, on a un nombre de musiciens limité. C'est exactement pareil pour nous. On va monter des équipes et ce n'est pas la Dream Team dans l'absolu, c'est la Dream Team en fonction d'un besoin spécifique. Donc, si je prends des exemples concrets, on a eu une problématique qui a été amenée il y a quelque temps par Intermarché, que vous devez tous connaître de nom, qui voulait se rapprocher des producteurs locaux. C'est un petit peu le créneau des Intermarchés. Ils essayent de travailler le plus possible avec les producteurs locaux. Mais derrière, ça pose des vrais problèmes de logistique. Les gens qui gèrent les rayons des maraîchers dans les Intermarchés, ils ont très peu de temps pour recommander tous les produits pour le lendemain en fonction de la vente du jour. Et ça, concrètement, de l'autre côté, il y a des maraîchers. Il faut plusieurs maraîchers, par exemple, juste pour remplir le rayon tomate d'un Intermarché. Et ils nous ont posé la question, on ne sait pas discuter avec les maraîchers qu'il y a autour de nous. Donc, comment vous pouvez résoudre par le digital cette problématique où on ne sait pas si, par exemple, Bernard, qui fait de la tomate à 3 km de notre Intermarché, a produit assez de tomates pour nous fournir, par exemple, le lendemain.
Ça demande de l'information. Et chez Intermarché, ils ne peuvent pas prendre le téléphone pour demander à Bernard s'il a fait de la tomate, à Gérard s'il a aussi fait de la tomate, ainsi de suite, et ça multiplié par tous les légumes. Donc nous, notre boulot en tant que chef de projet et ingénieur projet, ça va être de réfléchir et de faire un état des lieux de où en sont les maraîchers, qu'est-ce qu'on peut créer comme logiciel avec la prise en compte, de ce qu'ils sont prêts à faire dans le temps qu'ils ont. C'est-à-dire que leur boulot, ce n'est pas de faire du digital. Leur boulot, c'est de faire des tomates et il leur reste très peu de temps dans la journée. Donc, il faut qu'on arrive à créer un outil qui soit utilisable. Et derrière, il va falloir, nous, qu'on monte une équipe, projet, qui va intégrer, par exemple, des transporteurs. C'est-à-dire qu'on va peut-être réfléchir pour mobiliser des transporteurs pour que le système puisse communiquer automatiquement aux transporteurs et dire aux Intermarchés, ce maraîcher-là fait tant de tomates, qui en veut? Les Intermarchés se positionnent en disant oui, on en veut, tout ça par une application, et ça envoie les informations automatiquement aux transporteurs. Tout ça, c'est des réunions, c'est de la gestion de projet, et ça nous demande à faire chef d'orchestre pour faire circuler l'information entre tous les acteurs. Si je prends un autre projet concret, dans le e-learning, on est de plus en plus dans le e-learning et vous, les collégiens, vous avez eu affaire à ça. Un vrai programme e-learning, c'est un programme qui est construit avec un projet pédagogique. Ce n'est pas juste des cours en ligne, c'est vraiment des… Et nous, il faut qu'on prenne, par exemple, des gens qui savent tourner des vidéos. Donc, il va falloir qu'on se mette en contact avec les gens qui savent faire des vidéos pour leur donner un cahier des charges, pour qu'ils imaginent, eux, les vidéos qu'il faut dans un cadre pédagogique. Donc, que ce soit en interne avec les développeurs, avec les graphistes, il faut que tout le monde arrive à parler ensemble et que tout le monde ait la bonne information au bon moment. Les équipes extérieures pour nous, par exemple, trouver le bon photographe pour le bon projet. Il y a des photographes qui sont très bons pour prendre en photo des mannequins. Il y en a d'autres qui sont très bons pour prendre en photo des produits, par exemple, pour le e-commerce. Il va falloir connaître un petit peu tout l'écosystème autour de l'agence pour arriver à créer un projet qui fait qu'in fine, le client, lui, va avoir un projet qui est cohérent et surtout qui rentre dans son budget. J'insiste là-dessus parce que le monde des bisounours, ce n'est pas du tout celui de l'entreprise. On a des petites PME, on en a qui vont très bien, qui ont du budget. On a des PME, au contraire, qu'on va aider à aller mieux et qui donc n'ont pas une trésorerie excellente. Donc, on va essayer de trouver à chaque fois des solutions qui leur conviennent. Et ça demande vraiment beaucoup d'empathie et de connaissance des entreprises, de la façon de fonctionner d'une entreprise, pour ne pas leur raconter n'importe quoi à un instant T. Je ne sais pas du tout au niveau du temps où j'en suis. Il faut que… C'est parfait. C'est parfait pour moi au niveau du temps. Je vous invite tous les participants à poser vos questions. Moi, j'ai une petite question peut-être sur… Tu as parlé de compétences, tu as parlé de savoir-être finalement, d'empathie, de savoir, puis de savoir aussi, hein, de connaissance du secteur d'activité. Est-ce que tu pourrais en citer d'autres de ces compétences sur la relation? Finalement, il y a beaucoup d'échanges avec les clients, les partenaires ou les collègues même. Alors, je vais faire un retour sur mon parcours puisque ça donne un petit éclairage sur justement, nous, dans notre agence, la nature un petit peu des chefs de projet qu'on prend, qui sont… alors nous, on est une petite agence, donc le chef de projet, il est aussi consultant. Il n'est pas, c'est pas que la personne qui va être gérer les temps, par exemple. Ce que j'appelle chef de projet chez nous, c'est quelqu'un qui prend vraiment en main le projet à 100%. Moi, j'ai d'abord fait des études de communication jusqu'à Bac+4, où j'étais vraiment à 100% dans la communication. C'était en 1996-97. Et à l'époque, les modems faisaient encore du bruit pour se connecter. Et pour voir une image, il fallait attendre 6-7 minutes juste pour voir une image. J'exagère, mais c'était un petit peu ça. Donc, le digital commençait. Et dans ma fac, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a initié au code, mais qui est
enfin, c'était pas du tout intégré à l'époque dans les cursus de communication. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Et c'est au niveau DESS, donc au niveau des études supérieures, que je me suis orienté vers un DESS en ingénierie du multimédia, où là, j'ai vraiment fait du code aussi. J'ai développé des jeux vidéo, par exemple, à l'époque avec Lingo, enfin avec des choses qui étaient un petit peu... et j'ai eu cette double culture de communicant, donc où j'étais plus orienté sur comment faire un plan de communication pour une entreprise, et à côté, cette culture digitale où je savais faire du code, et j'ai pu toucher et faire du code. Et quand je me suis lancé, j'ai monté un service multimédia dans une agence de communication. Et j'ai eu à faire un petit peu tout parce que j'étais et chef de projet, et graphiste, et développeur. Comme les indépendants qui se lancent tout seuls, ils font un petit peu tout. Ça a vite atteint ses limites parce que c'est quand même vraiment des métiers spécifiques à part entière. Mais cette expérience m'a donné un peu une vision de ce que je peux demander aussi à des gens. Je sais combien de temps il faut pour faire des choses. Et je ne vais pas demander la lune je vais pas demander à un graphiste de faire quelque chose en 1 heure si je sais par expérience que moi, je mettais une journée. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'un bon chef de projet, il va ménager le temps pour faire de la qualité. C'est-à-dire, il faut vraiment beaucoup de temps dans des projets digitaux pour ne pas faire n'importe quoi et pour ne pas plaquer des solutions qui sont des solutions un petit peu passe-partout. Mon métier, c'est de faire du sur-mesure. C'est pas de faire comme des sites industriels, comme Wix, comme WheezyShop. Il y a tout un tas de sites en ligne qui permettent de faire sa petite boutique tout seul, son petit site tout seul. J'ai même pas d'avis là-dessus. C'est pas mon métier. Moi, c'est plus comme un artisan. Je fais du sur-mesure et j'essaye d'abord de passer par la phase architecture, où je vais dire aux clients, moi, je pense que on va collaborer pour s'enrichir les uns les autres des bonnes idées et partir sur un projet qui est cohérent par rapport au budget. Les compétences, une des compétences, c'est cette culture globale du digital. Par exemple, connaître qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeux vidéo. Aujourd'hui, ça va permettre, par exemple, à des entreprises qui veulent faire, par exemple, de la formation en ligne en interne pour former leur personnel. Si on a cette culture d'entreprise très large, on va peut-être imaginer des jeux vidéo en fait pour former les gens, c'est-à-dire les former par le jeu. Et on va peut-être, avec de la réalité augmentée, venir imaginer de créer des jeux et leur proposer de passer dans d'autres types de formations que du e-learning classique avec des slides ou avec des vidéos qui sont plus ou moins bien faites. On va les transformer en acteurs, comme dans Assassin's Creed sur PlayStation. Et ben on va les transformer, mais on va faire Assassin's Creed dans l'entreprise, où le jeu, ça va être par exemple dans le jeu en réalité augmentée, de trouver toutes les anomalies de sécurité, par exemple, dans une scène qui est une scène en 3D, mais qui est réaliste. Là, on rentre dans des choses intéressantes. Mais si on ne connaît pas tous les possibles, et là, il faut avoir une curiosité phénoménale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le schéma classique, on se forme, on applique, puis on se reforme, on applique. On est dans la veille. Et pour avoir cette veille, il faut avoir une curiosité sans limite. C'est une des grandes qualités dans nos métiers, c'est qu'il faut avoir une curiosité phénoménale pour ne pas passer à côté déjà de choses qui existent déjà. Donc, réinventer la roue dans notre métier, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Par contre, prendre plusieurs roues pour arriver petit à petit à monter une voiture avec différentes roues et quelque chose qui est cohérent, ça, c'est plutôt une bonne idée. Et la R&D, l'innovation dans notre métier, on en fait en permanence. C'est exactement ça. C'est quand il y a des trous à des endroits que personne n'a déjà fait, il faut l'inventer. Ça, c'est passionnant. Et assembler des fois des choses qui existent pour créer des nouveaux usages, c'est-à-dire il y a ça qui existe d'un côté, il y a ça qui existe de l'autre, mais si je les mettais ensemble, je peux peut-être créer quelque chose d'intéressant pour mes clients. Donc ça aussi, en fait, c'est de la matière grise, cette curiosité et le fait d'être un peu au courant de tout, c'est-à-dire de surtout pas être un expert, parce que l'expert, il n'est pas forcément très ouvert. Alors, un expert qui est très ouvert, ça, c'est formidable. Mais un expert, il est souvent très expert de sa solution et il va vendre sa solution et appliquer sa solution
la plaquer un petit peu partout. Le chef de projet ou le consultant, lui, il n'est pas forcément expert des domaines. Par contre, il va savoir mobiliser différents experts dans leur domaine pour à la fin créer un projet qui va être innovant. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ah ben, pour moi, c'est parfait comme réponse, c'est très clair en tout cas. Juste une dernière petite question, Joël, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que on nous pose là la question, est-ce que c'est plutôt une filière générale ou technologique pour être chef de projet en tout cas et pour être chef de projet dans le digital? Moi, j'aurais peut-être tendance, je te donne un avis à moi, mais si on suit finalement ce que tu nous dis, Joël, c'est de se spécialiser peut-être dans un secteur d'activité en amont pour connaître et comprendre ce secteur d'activité avant de faire ça. Il y a plusieurs accès, j'imagine. Là, je parle aux collégiens justement, on a une vraie carte, il y a une vraie carte à jouer. Entre apprendre et faire, il y a vraiment une différence. Ce qui fait la différence sur les CV qu'on reçoit, quel que soit l'âge, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait les gens concrètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les diplômes donnent justement cette base, et plus on avance dans les études, plus finalement on éveille à la curiosité et on apprend à apprendre. Apprendre, c'est bien, faire, c'est mieux. Il ne faut pas hésiter à fabriquer, par exemple, si vous voulez aller dans le digital, à essayer de s'intéresser à tout ce qui est code en ligne. Il y a des choses qui sont de l'initiation au niveau du code, mais qui permettent de vraiment concrètement faire du code et arriver à un résultat, faire un petit jeu, même si ça ressemble à un ping-pong, mais faire son jeu pour comprendre comment ça fonctionne et savoir déjà si on aime ou si on n'aime pas. Faire de la photo, on dit c'est facile de faire une photo d'un produit. Essayez avec une lampe à la maison, différents éclairages, faire des photos pour dire non, finalement, c'est pas si simple que ça, parce qu'on s'aperçoit en le faisant qu'un couteau, par exemple, c'est un vrai miroir, un couteau en inox, c'est qu'on se voit dans le couteau. Donc, comment on fait pour prendre avec des éclairages, faire que les éclairages ne se voient pas dans un couteau? Toutes ces petites choses de la vie, c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est en expérimentant un petit peu tout qu'on va pouvoir aussi nourrir son CV. Vous voulez faire un site web, proposez à une association, par exemple, de faire son site web. Une petite association qui n'a vraiment pas les moyens, les compétences en interne, cassez-vous les dents, mais sur un vrai projet, parce que là, vous allez avoir des vrais gens en face de vous qui vont vous dire ça me plaît, ça me plaît pas, parce que c'est ça aussi, hein, il faut s'exposer, il faut mettre son ego de côté, clairement, quand on fait des choses comme ça, et il faut apprendre à se casser la figure. Dans la vie et dans nos métiers, la seule secret, finalement la plus grande des compétences, c'est se relever. C'est-à-dire, quand on est par terre, il y a ceux qui ne se relèvent pas, qui disent je suis un nul, j'y arrive pas, etc. Ceux qui y arrivent, mais même des Mark Zuckerberg chez Facebook, tous ces gens-là qu'on connaît, des Jeff Bezos chez Amazon, ils se sont cassés la figure des dizaines de fois. Et eux sont connus. Il y a des gens brillants qui ne sont pas connus du tout, qui habitent juste à côté de chez vous, qui font des choses extraordinaires, justement dans leur engagement associatif, par exemple. Donc, n'hésitez pas à faire et refaire. Voilà, ça, c'est vraiment un conseil, parce que votre CV, il aura, quand vous aurez, à partir du collège, vous commencez à vous engager là-dedans, à fabriquer vos expériences. Votre CV, quand vous aurez 20 ans, 24 ans, 25 ans, vous pourrez dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça, c'est hyper rassurant, parce que j'ai un diplôme. Aujourd'hui, ça ne rassure personne. À part certains diplômes qui sont des diplômes achetés de convenance et où on est sûr d'avoir une place, la plupart des diplômes vous donnent juste un cadre, un niveau comme ça, mais ça ne veut rien dire du tout. C'est un petit peu comme le karaté. Ce n'est pas parce qu'on a passé une ceinture noire de karaté en 2010 qu'en 2020, on est toujours ceinture noire de karaté. On a toute la théorie, mais si on ne fait pas du karaté tous les jours jusqu'à la fin de sa vie, on n'est pas un très bon karatéka dans les faits. Donc, il n'y a qu'un truc, il y a quelque chose qui est vrai, c'est expérimenter, faire. Ouais, si je peux donner un conseil. Et il me semble que tu es bien placé pour parler de karaté, Joël. Alors moi, c'est du Yosekan Budo. C'est pas tout à fait du karaté, mais j'ai volontairement pas pris.
ta maîtrise. Merci beaucoup, Joël. C'était passionnant. Et puis, je pense que enfin, ces conseils-là, justement, d'apprendre à se relever, d'essayer de faire surtout, c'est peut-être, en tout cas, peut-être une des choses à retenir des nombreux conseils que tu as donnés à nos collégiens et aux parents qui les accompagnent peut-être cet après-midi. Merci beaucoup, Joël. Bah, de rien. Au revoir à tous Et, et et- bon courage à tous. Merci, merci. Et je vais passer la parole à Julie qui va nous parler de Yes It Is et de son métier. Oui. Bonjour Julie. Alors, je vais juste vous partager si ça fonctionne. Hop. Parfait. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc moi, je suis ingénieur logiciel embarqué. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le parcours scolaire, donc moi, je vais commencer par là. J'ai fait un bac scientifique à la base parce que j'aimais beaucoup les maths et la physique. J'avais pas encore trop d'idées de ce que je voulais faire à l'époque, donc je me suis dit que ça allait m'ouvrir plus de portes. À la fin de mes années de bac, j'avais un gros attrait pour l'architecture et je voulais aller dans une école d'ingénieurs qui faisait de l'architecture. Donc, je me suis orientée vers une classe préparatoire pour préparer un concours. Et finalement, pendant ces 2 années de classe prépa, je me suis rendu compte que l'architecture, finalement, c'était pas forcément ma voie. J'ai commencé à jouer pas mal aux jeux vidéo et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et j'étais intéressée par la conception justement de ces jeux vidéo. Donc j'ai décidé de m'orienter vers une école d'ingénieur en informatique et c'est comme ça que je suis rentrée à l'ISIMA. Donc c'est une école d'ingénieurs spécialisée en informatique qui est à Clermont-Ferrand. Ce qui est bien dans cette école, mais je pense que c'est un peu partout pareil, c'est qu'on a une première année un peu de découverte. On va tester un peu tous les métiers liés à l'informatique. Donc, ça peut être système embarqué, on va faire du réseau, on va pouvoir faire du site web pour vraiment tout tester et voir ce qui nous plaît. Donc, moi, ce qui me plaisait, en l'occurrence, c'était les systèmes embarqués et plus ce qui est, on va dire, proche de l'électronique. Et en parallèle de ce diplôme, j'ai préparé aussi un master management sur ma dernière année pour avoir un profil un peu plus complet, on va dire, avec la partie école d'ingénieur sur la technique et une partie plus management d'équipe, gestion de projet avec ce master management. Et donc, depuis que j'ai été diplômée, donc c'était il y a 6 ans, j'ai travaillé, on va dire, dans 7 entreprises entre mes stages et mon expérience professionnelle. Donc différentes entreprises qu'on retrouve souvent sur les métiers du développement. Donc il y a tout ce qu'on appelle les sociétés, les ESN. Alors ça a changé de nom plein de fois. En fait, ce sont des sociétés qui vont offrir un service. On a parfois des entreprises, donc ça peut être soit des grandes entreprises ou soit des petites entreprises qui vont avoir des besoins temporaires sur des équipes, soit parce que leurs équipes sont trop petites ou soit parce qu'ils ont pris un gros projet et que finalement ils ont pris du retard et ils vont avoir besoin de ressources supplémentaires. Donc ils font appel à ces sociétés de prestations qui vont venir apporter des talents temporairement. Ensuite, j'ai pu travailler dans d'autres entreprises, donc des grandes entreprises autour de l'industrie automobile et aussi des petites entreprises, PME, spécialisées là, dans les systèmes embarqués. Donc, ça m'a permis vraiment de voir plein de domaines et plein de façons de travailler. Et ça a permis d'affiner en fait le type d'entreprise dans lequel je voulais travailler. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et donc, aujourd'hui, je suis ingénieure chez Yes It Is. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but de l'entreprise, c'est qu'un client vienne avec une idée de projet. Il n'a pas forcément les compétences pour développer ce produit. Et il fait appel à nos équipes et nous, on va venir analyser son besoin, faire une proposition, la développer et ensuite, on va aller jusqu'à la fabrication du produit dans notre usine qui sera soit en Bulgarie, soit en Auvergne. Et donc, je suis spécialisée dans le développement de ce qu'on appelle les objets connectés. On appelle ça aussi l'IoT.
Je vais vous présenter une journée type. Alors souvent, on a le cliché de penser qu'un développeur, il va forcément passer sa journée devant son ordinateur. Donc, c'est faux. Si on devait répartir, c'est qu'on va dire 50% du temps, ça va être vraiment du développement. On a une grosse partie du temps qui est utilisée pour faire ce qu'on appelle des réunions techniques, des ateliers techniques. Donc, ça va être des échanges avec le client pour vraiment affiner son besoin, ou ça va être des échanges avec les équipes. Donc, nous, par exemple, on est une équipe où on a différents profils. On a des ingénieurs électroniques, des testeurs, des ingénieurs logiciels. Avec le chef de projet et le responsable d'équipe, on va échanger pour voir quelle est la meilleure solution pour répondre aux problèmes de notre client. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces développements, on va avoir des phases de test et d'essai. Et on a aussi une grosse partie du temps qui consiste à faire de la veille technique et à se former sur les nouvelles technologies. Parce que c'est en évolution constante et du coup, il faut se mettre à jour pour pouvoir proposer toujours les meilleures solutions aux clients. Donc, si je vous présente quelques projets sur lesquels je travaille actuellement. Donc, il y a un projet qui a été fait avec une entreprise qui s'appelle Concept Sport et qui a été développé par les frères Chabal. Le projet, c'est Vivacity. Donc, c'est une station de sport connectée. Alors, comment ça se passe? Il y a une application mobile donc, qui a été développée par les équipes de YesCities. Qui va vous permettre de trouver une station connectée à proximité. Une fois que vous êtes à côté de cette station, vous arrivez à vous connecter et ça va vous montrer les exercices disponibles sur la station. Donc, par exemple, on va dire il faut faire 10 pompes. À chaque fois que vous allez aller sur un agrès, donc c'est un équipement de sport, une répétition de l'exercice, ça va être détecté par des capteurs qui sont intégrés dans l'agrès et ça va remonter sur votre téléphone en Bluetooth. Et on a aussi une gestion de parc qui va être faite en 4G. Donc ça, c'est vraiment un projet embarqué, mais à grosse échelle, on va dire. Et on travaille aussi sur des plus petits projets, donc notamment des projets dans l'agriculture. Récemment, on a travaillé sur un projet de géolocalisation et de surveillance de la santé des animaux. Donc, c'est assez intéressant, c'est de voir si un animal il est en bonne santé, en fait, pour pouvoir intervenir rapidement. S'il faut appeler un vétérinaire ou autre. Et après, on a aussi des projets sur la traçabilité. Par exemple, ça va être pour faire comme dans un format carte de crédit, faire un petit capteur qui va permettre de vérifier la chaîne du froid. Donc, ça pourra être utilisé sur la fabrication de médicaments, par exemple, ou on peut penser sur de l'alimentaire. Donc, vous voyez, c'est assez varié. On a plein d'autres projets qui viennent, on ne s'ennuie pas. Et pour finir, je vais faire un petit point sur vraiment ce qui me plaît dans mon métier. Donc, la première chose, vraiment la plus importante, je trouve que c'est de pouvoir apporter une solution à un problème. Donc, comme je vous l'ai dit, notre client, il vient, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment le faire. Donc, du coup, ça nous laisse une certaine liberté dans ce qu'on fait. Et c'est vraiment intéressant dans le métier de développeur pour ça. Ensuite, je pense que c'est particulier aussi avec le domaine de l'embarqué, c'est qu'on va travailler avec beaucoup de corps de métiers différents. Nous, dans notre équipe, on a du test, on a le développement logiciel et on a le développement électronique, par exemple. Et après, on va pouvoir travailler dans plein de domaines différents. Donc, comme je vous en ai montré quelques-uns, automobile, l'agriculture, la traçabilité, mais après on pourrait mettre de l'IoT un peu partout. On en a dans les téléphones, on en a dans les montres. C'est de plus en plus présent. Une autre part aussi importante, c'est le fait d'avoir un métier qui évolue. Du coup, on va dire qu'on ne peut pas vraiment s'ennuyer parce qu'on est en apprentissage constant. Il faut toujours se mettre à jour sur les nouvelles technologies. Et du coup, ça nous met dans un environnement où on partage beaucoup les connaissances entre les gens du métier.
mais aussi avec d'autres personnes qui sont non initiées. Par exemple, cette année, j'ai eu l'occasion de travailler avec la Clermont Coding Academy, où j'ai fait des petits ateliers de découverte de l'informatique pour des enfants qui avaient une dizaine d'années. On retrouve aussi ça par le fait qu'on a beaucoup de forums sur Internet en accès libre. Et donc, du coup, il y a une grosse partie des connaissances qui sont gratuites, on va dire, si on sait où chercher. Et enfin, le dernier point qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de débouchés. Enfin, les métiers du numérique, c'est l'avenir, hein, très clairement. Donc, on n'a pas trop de difficultés à trouver du travail. Et quel que soit l'endroit où on veut travailler plus tard, je ne pense pas qu'il y ait de soucis pour ça. C'est super, super intéressant. Merci, Voilà. merci beaucoup, Julie. Moi, j'ai une question sur… tu nous as dit tout à l'heure, pour tout ce qui était de la veille, tout est là finalement. Il faut savoir où chercher. Comment on sait où chercher? Alors ça, c'est toute la difficulté. C'est un peu comme quand on va chercher des informations sur Internet, en fait, en règle générale. Il faut avoir des sources qu'on connaît sûres. Alors pour nous, par exemple, dans l'embarqué, souvent, on va se baser sur les ressources des constructeurs des cartes électroniques, par exemple. Il y a souvent beaucoup de webinars qui sont proposés par les fabricants. Après, il y a des forums qui sont classiques. Le Stack Overflow, c'est, on va dire, la deuxième bible du développeur, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment… Et voilà, il faut savoir aussi recouper les sources quand on fait des recherches, se baser d'abord sur les documentations officielles, et quand vraiment on a des bugs particuliers, alors là, on peut s'orienter vers des forums, mais toujours en vérifiant plusieurs sources pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi. C'est comme tout, quoi. C'est à garder l'esprit critique Voilà, sur ce qu'on peut trouver sur exactement. Internet. Ok, très bien. Il y a des questions ici. Je ne sais pas si tu en vois quelques-unes. Celle-là, elle est rigolote. Est-ce que tu étais une bonne élève en troisième? Oui, j'étais une bonne élève en troisième. Après, j'ai beaucoup d'amis développeurs, du coup. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on va pas être un bon développeur. C'est vraiment un domaine à part et c'est une façon de réfléchir, en fait, plus que vraiment apprendre les mathématiques, et la physique, etc. Une logique. Donc, voilà, c'est plus la logique parce qu'on se base beaucoup sur de l'algorithmique. Alors, certes, il peut y avoir aussi des mathématiques, mais dans ce cas-là, on peut faire des recherches poussées si c'est un domaine qu'on ne connaît pas trop et on peut monter en compétence là-dessus. Ce que je dirais, c'est qu'il faut savoir… comme disait Joël tout à l'heure, c'est apprendre à apprendre. En fait, il faut réussir à apprendre tout le temps pour se mettre à jour. D'accord. Et je réponds Et voilà. à celle dont je connais les réponses un petit peu sur le… Alors, j'ai vu une question qui disait… Ah non, je l'ai perdue, tant pis. C'était une question sur est-ce qu'il fallait faire général ou technologique. Le Non, type de c'était pas bac. ça. Le type de bac, Ouais. ouais. Ça a pas… Alors, ça pareil, dans mes amis, j'ai des gens qui se sont orientés vers un bac STI, je crois. Non, c'était pas STI. STG à l'époque. Donc, plutôt gestion et qui ont quand même fait des études de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, les écoles, donc après le bac, il y a plusieurs options. Va y avoir soit un BTS, soit un DUT, soit DUT licence, soit comme moi j'ai fait une classe préparatoire et une école d'ingénieur. Sachant que les écoles d'ingénieurs, on y accède soit par concours après une classe préparatoire, soit sur dossier après un DUT ou après une licence ou après un BTS. Donc il n'y a pas, on va dire que c'est pas parce que vous partez sur un BTS que derrière, si vous avez envie de continuer les études, vous ne pourrez pas faire une école d'ingénieur. D'accord. Ou un master. Ok, c'est assez intéressant. assez Et puis, en recoupant aussi avec
avec ce que disait Joël précédemment sur l'importance de faire et pour se persuader que c'est vers là où je veux m'orienter, ben, c'est de coder justement. Il y a plein de sites aujourd'hui disponibles pour apprendre à coder et voir s'il y a cette appétence, en tout cas cette envie de trouver par soi-même, de galérer, d'échouer beaucoup. C'est aussi ça, mais de se relever une fois de plus, toujours, pour avancer. Ce qu'on vous propose, chers participants, c'est de vous envoyer après un email de remerciement avec ces quelques liens qu'on vous proposera pour découvrir un petit peu le code. Si ça vous va. Merci beaucoup, Julie. C'était également passionnant et je pense que ça l'a été pour tous nos participants. Je passe la main maintenant pour le troisième et dernier métier, c'est celui de Théo. Est-ce que tu te considères comme game designer ou comment tu te… Oui, complètement. Enfin, je suis game designer. J'espère que tout le monde me voit et m'entend. Je voudrais juste checker ça. Parfait. Ok, très bien. J'avais prévu des petits trailers de mes jeux, mais bon, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je les laisserai en lien. Donc, moi, mon pseudo, c'est Cosmographique. J'ai un site internet, cosmographique.fr, FIK à la fin, si vous voulez aller voir. Donc, oui, je suis game designer. Je vais parler un peu de mon parcours. Comme ça, vous allez voir aussi qu'on peut arriver au game design et aux jeux vidéo en passant un peu par des chemins de traverse. Moi, quand j'étais à la fin du collège-lycée, je pense que j'avais pas du tout envie de faire des écoles d'art comme j'étais prédestiné, parce que ma mère était là-dedans et mon père était un peu là-dedans aussi. J'ai un peu refusé tout ça et je me suis un peu mordu les doigts quelques années après. J'ai fait un bac STI génie des matériaux. Un petit peu d'électronique, un peu de matériaux, un petit peu de tout. C'était pas vraiment mon domaine, voilà. Et puis en fait, en partant de ce bac, je me suis dit qu'il fallait que je retourne en graphisme. J'ai eu de la chance, grâce à une directrice d'école, de pouvoir faire de l'imprimerie. Donc, je me suis retrouvé dans une école d'art comme je voulais, mais en section imprimerie, donc à faire quelque chose de beaucoup plus technique que ce qui était prévu. Donc, j'avais les mains dans l'encre, dans les grosses machines offset et la sérigraphie, mais ça m'a permis un peu de me nourrir et voilà, d'être au contact de plein de choses et de commencer à travailler aussi un peu mon propre on va dire style ou au moins apprendre des choses sur les outils. Donc, j'ai appris tout seul en autodidacte Photoshop. Donc, moi, à la base, j'ai fait du graphisme et ensuite, je suis allé vers le jeu vidéo. Donc, mon outil de base, ça a été Photoshop pendant des années et des années. J'ai fait cette formation d'imprimerie. En parallèle, je faisais du graphisme aussi. Ça m'a permis d'aller ensuite en graphisme à l'école des Gobelins. Pendant 1 an, j'ai fait une licence chez eux. Et en sortant de là, je me suis retrouvé dans une agence, enfin, je suis allé en agence de pub pour aller faire du digital, comme on dit à l'époque. Et je faisais surtout, moi, de l'animation, du motion design, comme on appelle ça. Donc, principalement de l'After Effects, que j'avais aussi appris tout seul grâce à Internet et à beaucoup de nuits blanches. Donc, j'ai réussi à trouver un métier, un boulot là-dedans. J'ai fait peut-être 1 an et demi. En parallèle, j'arrêtais pas de faire des projets à côté avec des copains. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait bien un secteur où je pouvais mettre tout ça à exécution, c'était le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, moi, quand je me suis lancé dedans, on était en 2011, il y avait une formation qui venait d'ouvrir, qui était un master, donc à Bac+5. Et ce master m'a permis, en gros, pendant 6 mois, d'apprendre un peu les bases, de faire un stage et surtout de proposer un projet que moi j'avais en tête depuis très longtemps qui s'appelle Typewriter, qui est un jeu vidéo sur l'histoire de la typographie. Donc vous faites un peu le lien avec mes études d'imprimerie qui avaient eu lieu 4 ans avant. Et donc j'ai réussi à transformer ce projet en projet étudiant, qui ensuite est devenu un projet réel avec un producteur et un diffuseur qui est Arte, donc la chaîne de télé Arte France, qui se mettait sur le jeu vidéo à ce moment-là, qui n'était pas encore sûr de ce qu'ils voulaient faire, mais en tout cas, ils avaient un peu accroché sur le projet. Et ça m'a permis, comme ça, de me lancer. Après une toute petite formation, ça m'a permis de me lancer dans le métier. Et depuis, voilà, je continue sur cette lancée, à savoir être en indépendant, ce qu'on appelle auteur indépendant, c'est-à-dire j'écris des jeux, je les propose ensuite à des producteurs et à des diffuseurs et j'arrive à les faire financer grâce
aux aides, principalement du CNC, donc le Centre national du cinéma, qui fait aussi des aides pour le jeu vidéo et pour le YouTube, par exemple. Disons que c'est une typologie de projet qui est assez particulière parce qu'en fait, en général, c'est plutôt des studios, donc des entreprises qui vont porter des projets. Là, c'est une personne, c'est juste moi, et je trouve un producteur qui ensuite lui va trouver des sous, etc., etc. Donc, j'ai fait 2 projets comme ça pour l'instant. Il y en a un qui s'appelle TypeRider, donc Type comme la typographie, et Rider, donc c'est un jeu de plateforme en 2D sur l'histoire de la typographie. Vous savez quoi, je vais peut-être mettre le trailer. Si je partage mon écran, vous devriez voir quelque chose. Mais il n'y aura pas la musique. C'est pas très grave. Hop, je vais voir si je peux partager mon écran. Écran entier, autorisé. Et je reviens sur le trailer. Vous devriez voir quelque chose. Donc, on est sur un jeu de plateforme avec 2 petits points qui sautent sur une sorte de frise chronologique qui représente l'histoire de la typographie en prenant un peu toutes les grandes étapes et les grandes créations. Donc, si je vous donne des noms comme la Times New Roman, la Helvetica, etc., etc. Donc ça, c'était mon premier projet qui a plutôt bien marché, qu'on a porté sur PlayStation et sur Switch ensuite. Et quelques années après, j'ai pu travailler sur un deuxième projet qui s'appelle Vandals, qui lui était aussi inspiré de mes premières expériences avec le street art que j'avais fait des années avant. Et je coupe le son. Et là, on est plus sur un jeu, on va dire un jeu de puzzle. Assez bizarrement, c'est un jeu de puzzle. Donc en fait, on doit se déplacer sur une grille, un peu comme un jeu d'échecs où quand on se déplace, l'ennemi va bouger, et c'est un jeu d'infiltration. Donc le but étant de ne pas se faire attraper par la police et d'aller faire des graffitis dans toutes les villes du monde, enfin 5 villes du monde, Paris, New York, Sao Paulo, Berlin et Tokyo, avec une DA qui est propre, enfin une direction artistique qui est propre à chaque fois. Donc voilà mes projets. Je vais essayer de parler de mon travail là-dessus pour essayer de situer aussi un petit peu mieux ce que je fais sur un projet. C'est-à-dire que quand on dit voilà, moi je fais du game design, à quoi ça correspond? Donc le game design, on va dire, c'est un peu, comme tout à l'heure, il y avait des références à ça, je trouvais ça plutôt pertinent, le chef d'orchestre d'un jeu vidéo. On pourrait aussi se dire que c'est un rôle de directeur créatif. Enfin, toujours est-il que c'est quelqu'un qui va essayer de à la fois mettre en place les règles, à la fois créer l'univers, l'histoire et la direction artistique, qui va avoir un peu une vue large sur tout ça. Donc, voilà un peu pour les projets. Je vous invite juste à aller checker mon site si vous voulez, cosmographique.fr, avec d'autres projets, à la fois des animations et à la fois d'autres trucs un peu plus bêtes et plus rigolos, notamment des objets en bois que je me suis un peu motivé à faire depuis les dernières années parce que j'en avais un peu marre de l'ordinateur. Donc voilà pour mon parcours. Et pour la suite des histoires, je suis en ce moment en train de travailler sur mon prochain jeu qui s'appellera Tiny World. Est-ce que ça va charger? Oui. Qui serait un petit jeu de gestion d'un petit peuple qui ressemble à des oiseaux, qu'il va falloir un peu, on va dire, prendre sous son aile et s'occuper d'eux, les faire grandir et en fait les faire survivre dans un monde post-humain, donc à savoir avec la pollution et des questions écologiques qui vont être mis en place aussi. Donc ça vient de commencer, je viens de signer avec un producteur et en général ça va être 3 ans de développement. Voilà, si ça peut vous donner une vague idée de combien de temps peut prendre un petit jeu, on va dire un petit jeu voilà, qui va durer 3 ou 4 heures, ça va prendre facilement 3 ans de développement entre la première idée et la release, donc le moment où on sort le jeu. Puis après, il y a encore du temps après parce qu'il va falloir le porter sur d'autres consoles, il va falloir corriger les bugs, etc. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Je ne sais pas si on peut prendre des questions ou des parenthèses. Vas-y, je t'écoute. Ouais. J'ai quelques questions là sur sont-ils gratuits? On nous demande sur le chat. Et pour construire, pour faire finalement ces jeux, quel logiciel utilises-tu? Et s'ils ne sont pas trop accessibles, en tout cas pour le public qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'entraîner Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que le jeu vidéo aujourd'hui, c'est quand même vachement démocratisé. La création de jeux vidéo, c'est beaucoup démocratisé. Et le nombre d'outils gratuits en ligne à disposition de tout le monde sont quand même assez grands. Du coup, j'ai commencé par cette question-là. Il y a beaucoup d'outils gratuits. Je pense tout de suite à Unity 3D, qui est un logiciel qui permet de faire des jeux en 2D, des jeux en 3D, qui est gratuit, où il y a une énorme communauté en ligne.
Ou voilà, ça peut être un bon logiciel qui est à la fois utilisé dans l'industrie et qui est à la fois utilisé par les indépendants. Pour faire des choses en 2D, on va avoir un logiciel qui s'appelle Construct 2, ou Game Makers, qui va avoir comme ça des petits, qui va rester sur du 2D, du RPG, des choses comme ça. Et après, il va y avoir des choses un peu plus voilà, précises. Si on veut faire par exemple du jeu seulement en narratif avec que du texte, on va avoir des moteurs comme Twine, Twine, qui permettent en fait de faire de l'interaction purement textuelle. Il y en a même, on peut faire des jeux de Game Boy avec un logiciel qui s'appelle Game Boy Studio. Donc voilà, je voulais juste dire que par là, il y a énormément de ressources en ligne et commencer, en tout cas, c'est très facile aujourd'hui. D'expérience, moi je ne suis pas codeur, je ne sais pas faire une seule ligne de code et je suis en admiration devant toutes ces personnes qui arrivent à avoir cette logique et cette force. Parce que pour moi, c'est vraiment c'est un peu difficile. Je ne me suis pas mis tôt, j'aurais dû. Et je regrette un petit peu aujourd'hui parce que je suis toujours bloqué à partir du moment où j'ai une idée et que j'ai envie de la mettre en place. Bah, en fait, je ne sais pas aligner 3 lignes de code et je suis obligé d'attendre que quelqu'un me file un coup de main ou d'attendre d'avoir des financements pour pouvoir payer les gens qui vont me filer des coups de main. C'est toujours mieux d'ailleurs, de payer les gens qui me filent des coups de main. Et donc voilà, si j'ai un petit conseil à donner, c'est apprenez le code. Apprenez alors ce que vous voulez. Dans Unity, ça va être du C#, si je ne dis pas de bêtises. Et soyez curieuse. Et parce qu'en fait, même si vous faites pas de game, enfin même si vous n'êtes pas développeur de jeux vidéo à base de programmeur, ça vous servira toujours. Mais moi, dans mon cas, je ne sais pas coder, mais j'estime que j'arrive à parler avec les développeurs, donc en fait à essayer d'exprimer mes problèmes et mes envies sous forme, on parlait tout à l'heure, sous forme de problème ou sous forme algorithmique, c'est-à-dire que il faut réussir à formuler ce qu'on veut, pas forcément avec des mots abstraits, il faut plutôt donner des chiffres, dire des valeurs, dire voilà, si ça augmente, bah, je veux que cette valeur elle augmente, si j'arrive dans cette zone-là et je veux que ça et ci et ça. En fait, il faut réussir un peu à structurer sa pensée pour la rendre plus facile à comprendre pour un développeur qui va faire ça en 2 minutes. Donc ça, c'est assez important de comprendre comment fonctionnent leurs outils pour mieux discuter avec il et elle, parce qu'on est souvent un peu, on va dire, un peu séparés. Et je pense que c'est bien d'avoir beaucoup de pouvoir passer d'une compétence à l'autre et de pouvoir passer comme ça, de parler avec tous les corps de métier. Le jeu vidéo, c'est quand même un secteur dans lequel il y a énormément de corps de métier. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être développeur, programmeur de jeux vidéo. Vous pouvez faire du sound design, vous pouvez faire du UX design, vous pouvez faire. Il y a toutes sortes de choses qu'il y a dans un jeu vidéo, que ce soit la narration, la modélisation 3D, l'illustration 2D, les concepts qui viennent avant. Il y a énormément de choses. Donc, du coup, c'est assez bien. Si on a envie d'essayer le jeu vidéo, en fait, on n'est pas obligé de savoir qu'est-ce qu'on veut faire tout de suite dans le jeu vidéo. On peut, il y a des écoles pour ça, à la fois privées et publiques, qui vont, comme je le disais tout à l'heure, Julie, qui vont permettre de s'essayer la première année comme ça à plusieurs choses. Donc, moi, pour les formations, je ne vais pas pouvoir être un très bon pas beaucoup de retour parce que j'ai fait un peu un parcours un peu comme ça. Et justement, je pense que ça apporte de la richesse aux jeux vidéo parce qu'on a souvent tendance à arriver avec tous le même bagage, les mêmes références, etc. Et je pense que ça enrichit le jeu vidéo justement si on vient d'horizons un peu différents et pas être passé par le STI développeur. Et encore une fois, il en faut, et je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais il y a beaucoup de portes d'entrée et je pense que quand il y a des gens qui font, par exemple, du data analyst, en fait, il y a des gens, dans l'industrie du jeu vidéo, on a besoin de ça. Quand il y a des gens qui vont faire un peu de sociologie, on a besoin de ça aussi pour savoir identifier les personnes à qui on va essayer de vendre notre jeu, essayer de comprendre, d'avoir des leviers comme ça qui permettraient de s'accrocher à une communauté ou à un type de personne. Donc, j'ai envie de dire que tous les chemins mènent aux jeux vidéo. Alors, pas tous, la pâtisserie ne mène pas aux jeux vidéo, même si j'ai un copain développeur qui ensuite est devenu pâtissier, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est bien d'avoir un bagage, c'est bien d'être curieux, c'est bien d'avoir pas forcément une grande culture de gaming. Je ne pense pas qu'il faille passer des heures et des heures par semaine. Moi, personnellement, je n'arrive pas à passer plus de 20 minutes sur un jeu par semaine. Enfin, je dois jouer peut-être moins d'1 heure par semaine. Je n'ai pas beaucoup de patience là-dedans, on va dire. Mais je me tiens au jus, je passe beaucoup de temps sur Twitter, je regarde beaucoup ce qui se passe, je regarde beaucoup de vidéos en ligne, il y a beaucoup de vidéos de vulgarisation qui sortent. Il y a des chaînes comme la chaîne de DocGero qui explique comment fabriquer des jeux, la chaîne de Game Next Door, la chaîne de Game Spectrum, la chaîne de la Dev du Dimanche, qui est une super développeuse qui fait un journal de bord comme ça
de ces projets. Donc, j'essaierai de faire un petit mail avec des références, comme ça tout le monde pourra la récupérer et se former en ligne. Et voilà, ouais. Enfin, se former, en tout cas, s'ouvrir et faire comme ça une espèce de… Enfin, moi, je sais que c'est ma veille à moi. Je sais que c'est comme ça que je me garde du temps. Je ne joue pas, mais j'écoute beaucoup de gens et qui parlent et qui regardent ça. Okay. Et ça a même abouti à un projet un petit peu qui est en cours. En fait, j'ai lancé une émission Twitch avec Arte. On a fait un pilote il y a 2 mois maintenant où j'ai invité 4 youtubeurs et youtubeuses à venir parler de jeux vidéo en live sur Twitch. Donc voilà, comme bizarrement, je suis game designer, mais je me retrouve animateur d'une émission qui parle de jeux vidéo parce que c'est des gens passionnants, c'est des gens passionnés que j'adore écouter. En fait, je leur ai demandé de faire cette émission avec moi. Et voilà, donc ça arriverait en janvier, a priori. Ça s'appelle Jour de Play et ça passerait sur la chaîne Twitch d'Arte. Voilà pour la promo. Aussi, juste, c'est super, super intéressant. Merci beaucoup, Théo. Juste peut-être 2 petites questions rapides sur… je te la lis. On nous dit que les débouchés sont très limités dans le game design. Quel est ton avis là-dessus? Et j'enchaîne avec la deuxième. Est-ce que tu as des jeux vidéo, 1 ou 2 jeux vidéo qui t'a inspiré particulièrement pour arriver sur ce métier? Alors, est-ce que le game design s'est bouché? Oui et non. Oui et non. Disons que tout à l'heure, Joël faisait une aparté sur le jeu vidéo, le serious game, justement. Ça peut être un débouché. Ça peut être se dire, OK, voilà, je vais peut-être pas travailler chez Ubisoft ou dans un énorme studio qui fait du gros AAA, machin, mais je vais mettre ces compétences pour aider des entreprises, pour faire des jeux sérieux, on appelle ça des serious games. Je vais utiliser ces compétences pour aider des sites en ligne, essayer de faire un peu de gamification, comme on dit dans le métier. Donc, j'ai envie de dire que c'est des compétences qui peuvent s'appliquer dans le digital à plein de domaines, enfin plusieurs domaines. Mais c'est sûr qu'être seulement game designer, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il faut savoir faire quelque chose en plus, donc à la fois peut-être faire de la gestion de projet et être game designer, ça, je sais que c'est recherché. Donc, je ne dirais pas que c'est bouché, mais qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et je pense que toutes les personnes qui ont été interviewées aujourd'hui peuvent dire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de faire un petit peu plus, à la fois peut-être de l'illustration, peut-être un peu de sound design, peut-être un peu de narration, d'écriture. Voilà, c'est la curiosité. À pouvoir se vendre à côté. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je ne dirais pas que c'est bouché, mais… voilà, il faut être malin et essayer de bien voir où est-ce qu'on veut aller et quelles sont les opportunités à saisir. Donc, voilà. Et pour les jeux qui m'ont inspiré, alors, je vais parler de jeux que j'ai adorés et qui m'ont peut-être donné envie de faire du jeu vidéo et des jeux récents, enfin un jeu récent. Alors, les jeux qui m'ont donné envie de me lancer là-dedans, je sais qu'en 2011, c'était un peu le début du jeu indépendant. Donc, il y avait enfin des jeux qui étaient faits par 2 ou 3 personnes qui sortaient et ça m'a beaucoup poussé. Donc il y avait des jeux comme Limbo, qui est un jeu en noir et blanc. À l'époque, il y avait quoi d'autre? Je dirais ça, Limbo en noir et blanc, qui m'a beaucoup inspiré sur Typewriter, qui est un jeu en noir et blanc avec une sorte d'ambiance film noir qui est superbe. Et récemment, j'ai fait un jeu qui s'appelle Short Hike, donc une petite randonnée, qui est l'histoire d'un petit oiseau qui arrive sur une île et qui doit faire une petite randonnée. Et c'est super mignon, c'est très bien écrit, c'est très court. Moi, j'aime bien les jeux comme ça qui, en 2 heures, vont pouvoir être faits, terminés, bouclés. On n'a plus besoin d'y revenir. Là, j'ai pris le dernier Assassin's Creed et le simple fait d'ouvrir la map et de voir la quantité de choses à faire, ça peut être très vite décourageant. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même une belle profusion aujourd'hui dans le jeu vidéo, à la fois indépendant et AAA, qui montre quand même que c'est un médium qui est très riche, qui a toute sa place en tant que culture, enfin, comme objet culturel. On entend souvent que c'est de l'entertainment, que c'est du divertissement et tout ça. Je pense sincèrement que c'est de l'art et de la culture. Après, tous les jeux ne se valent pas. Il y en a qui sont du pur divertissement, il y en a qui sont un peu plus cultureux, on va dire. Moi, je sais que dans mes jeux, j'essaie d'apporter une dose de savoir et de connaissances. Donc, sur Typewriter, c'était l'histoire de la typographie qu'on débloquait au fur et à mesure du jeu en attrapant des petites astérix dans le jeu. On avait des pages d'un livre qui se complétaient. Dans Vandals, il y avait sur les murs des villes des œuvres réelles, d'artistes réels dont on va parler avec une biographie, des techniques, etc. Donc, voilà un peu pour moi mes ambitions. Je pense que le jeu vidéo est un médium à
apprendre. Faut qu'on s'en empare. C'est difficile de faire des jeux vidéo, bien sûr. Faire des jeux vidéo tout seul, c'est encore plus difficile. Il faut commencer petit. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de petits éditeurs qui fonctionnent très bien. Un éditeur d'aventure textuelle comme Twine peut être très bien pour commencer. J'en ai trouvé un autre jour qui était très bien, qui s'appelle Bitsy, B-I-T-S-Y, qui est en fait un éditeur de jeux sur une grille grande comme ça, vraiment tout petit avec du pixel art, etc. Mais ça permet de faire des choses petites mais bien faites. Comme ça, j'aime bien cette philosophie-là. Voilà pour le petit tour d'horizon. Et il y a peut-être d'autres questions. C'est parfait. Je pense que je vais finir par la dernière question qui n'en est pas une en fait. Juste avant, je vais vous remercier vraiment les trois intervenants. Je pense que cette dernière remarque d'une participante représente bien vos trois interventions et je vous la lis texto. Waouh, trois interventions qui donnent envie de se lancer dans le numérique. Trop bien, merci à tous. Passionnant et passionné. Effectivement, c'est ce qu'on a ressenti nous aussi. La passion qui vous anime à tous les trois et qui a fait que votre discours devient passionnant et votre métier l'est quand on a cette passion et quand on a cette curiosité pour la développer et pour avancer un petit peu. Donc, un grand merci, vraiment. C'était très agréable. J'espère que vous, derrière votre écran, vous avez aussi apprécié ce moment, ce live métier. Merci au département de la Loire de nous permettre d'avoir fait ça. Et peut-être un mot de la fin pour nos intervenants. Deux, hein. Un mot de la fin, ou deux mots de la fin. Non, j'allais dire faites des jeux vidéo. Faut enrichir ce médium. Faut qu'il y ait plus de choses dedans, plus de représentation, plus de diversité. Parce que selon moi, c'est un des médiums du futur. Mais voilà, c'est un petit jeu, voilà, petite ouverture à la fin. Je passe la parole. Parfait, merci. Dans le mot de la fin, il y a eu une question qui était marrante, c'est combien il faut avoir de moyenne en fait pour plus tard, en troisième, combien il faut avoir de moyenne. Et je vois qui peut poser ce genre de questions. Moi, j'ai été en troisième, pas très bon. J'ai été major de promotion en maîtrise de communication et major de promotion en DESS, en ingénierie. En troisième, je ne comprenais pas pourquoi on me faisait faire de l'histoire, pourquoi je faisais Napoléon, etc. On a parlé d'Assassin's Creed tout à l'heure, par exemple, qui est un jeu clairement historique. C'est bourré dedans d'histoire, par exemple. Et clairement, ils font appel même à des historiens, mais cette culture va permettre de ne pas raconter n'importe quoi et de faire des trucs complètement… Donc, il y a plein de choses, à mon avis, qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça ? Ça vous servira plus tard parce que derrière, vous pourrez mobiliser ces choses-là à un instant de votre vie et vous direz, les maths, ce truc-là qui m'énervait, là, comme a dit tout à l'heure l'intervenant, il faut clairement calculer des choses avec l'algorithme en ligne, c'est un peu compliqué. J'ai des trous dans la raquette. Vous pourrez le rattraper plus tard, mais si maintenant, le fait de le savoir maintenant, plus tard, ça va faciliter certaines idées que vous aurez. Parce que vous dire, ça, il faut que je mobilise cette compétence-là que j'ai appris il y a 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais voilà. Donc, plus vous emmagasinez des connaissances, la moyenne, ce n'est pas très important, c'est emmagasiner des connaissances, aller là où ça vous fait plaisir aussi. Mais oui, c'est le cadre scolaire, il vous donne une espèce de base qui, c'est un cadre à un instant T qui plus tard vous servira. Vous ne savez pas forcément pourquoi aujourd'hui. Et maintenant, moi, par exemple, j'ai 45 ans. Je sais maintenant des choses que je n'ai pas faites, que je regrette un peu parce que j'aimerais tout savoir, moi. Mais du coup, à l'époque, je n'avais pas tout pigé. Donc, oui, c'est intéressant de savoir plein de choses. Donc, essayez d'augmenter votre note scolaire. Ce n'est pas pour la note, c'est pour le contenu, c'est pour ce qu'il y a dedans. C'est hyper intéressant de savoir plein de trucs. C'est ça. Rien ne se perd, tout se transforme, comme on dit. C'est ça, exactement. Ouais. Parfait, merci. C'était aussi pour les parents, ça, parce que les parents, sinon, ils disent « Ouh là là !» Moi, je vais juste rajouter, bien insister sur le fait qu'il faut prendre le temps un peu de tout tester. Il y a plein de domaines dans l'informatique.
On l'a vu déjà rien qu'avec nos trois présentations. Donc, il ne faut pas hésiter à tester. Il y a plein de ressources en ligne pour essayer de vous former et au moins voir si ça vous plaît ou pas. C'est ça, allez-y, il n'y a plus qu'à. Et puis nous, on vous propose, si vous n'êtes pas encore inscrit en tout cas, et pour ceux qui le sont, de vous retrouver samedi pour Parcours Digital. C'est à partir de 9 h. Et là aussi, on va vous accompagner, vous parler aussi plus largement peut-être des métiers du numérique et aussi vous faire faire votre premier jeu vidéo avec Code Décode. Donc, on espère vous retrouver tous samedi. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est sur le site de digital-league.org. L'onglet événements, vous vous inscrivez quand vous voyez Parcours Digital Loire-Haute-Loire. Encore un grand merci à tous les trois. C'était super. Je reçois pas mal de messages qui me disent bon dans ce sens en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et puis, je vais reboucler avec nos trois intervenants pour voir s'ils ont des liens ou des choses pour vous et pour qu'on puisse vous les envoyer. Voilà. Merci encore et très bel après-midi à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.